Alors effectivement, on est là pour parler de SEO, pour parler de web performance, mais surtout pour vous raconter une histoire. Et quelle histoire? L'histoire d'un de nos plus grands marchands qui, en partant de quasiment rien, génère aujourd'hui plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour y arriver, il a tout misé sur le SEO et sur la web performance, dans une verticale qui en plus est extrêmement réglementée et très dépendante de ces deux points. On aura réussi notre intervention si à la fin de ce rendez-vous, vous comprenez bien les enjeux du SEO et de la web performance pour générer de la croissance et du chiffre d'affaires. Et aussi si on arrive à challenger et remettre peut-être en question votre stratégie SEO et votre approche de la web performance. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer par la présentation de tout le monde. Alors j'ai vraiment l'honneur, la chance de partager cette scène aujourd'hui avec Alexandre et Morgane du Vapoteur Discount, mais également Alexis qui gère aujourd'hui, qui les accompagne sur leur référencement naturel. Morgane, qui es-tu? Qui est le Vapoteur Discount? Alors, écoutez, enchanté. Donc moi, je m'appelle Morgane, j'ai 32 ans et je suis le président fondateur du Vapoteur Discount. L'histoire commence en 2012, j'ai alors 22 ans et je décide avec mes associés de l'époque de lancer un réseau de boutiques partout en France. C'est alors que 8 magasins vont naître en l'espace de quelques mois, une année. Un site internet à l'image de ces magasins et un second site internet qui s'appelle toujours le Vapoteur Discount. Le Vapoteur Discount, c'était à l'époque une ambition qui visait à devenir le plus gros site de vape contenant les meilleures marques au meilleur prix. À cette époque-là, on fait le site avec Alexandre Fouillet qui était freelance et mes associés. Et en 2015, on fait faillite. On fait faillite à cause de l'arrivée massive en fait, des concurrents sur le marché et aussi de quelques mésententes avec les associés de l'époque. Le site internet Le Vapoteur Discount reste en sommeil pendant quasiment 3 ans. À cette époque-là, moi, ce que je fais, c'est que je repars de zéro puisque je fais faillite sur cette première société et je garde un seul magasin sur les 8 que j'avais montés à l'époque. On est en 2018 et ce que je fais, c'est que entre deux clients, je reprends en fait la main sur le PrestaShop et je vais tenter d'apprendre à faire des newsletters, du SEO et du marketing un petit peu sur YouTube et avec des amis. Et je vois vite en fait que ça va pas être mon métier et que je vais devoir déléguer assez rapidement. En parallèle, ce que je fais, c'est que je contacte un account manager chez Amazon et je pousse l'ensemble du catalogue produit sur le marketplace sous le nom Amazon, sous le nom Le Vapoteur Discount. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des retombées assez rapides puisqu'on va générer 1, 2, 3, 5, 10 commandes quasiment en une semaine. Là, rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser chez nous. Moi, je vais tout de suite en discuter avec ma femme que je viens toujours juste de rencontrer et qui va me gérer en fait toute la partie Amazon, sourcing, SAV et la logistique. À côté, ce que je fais, c'est que je contacte Alexandre, qui est mon ami depuis 30 ans et qui va gérer en fait toute la partie front du Vapoteur Discount et toute la communication. Moi, je vais garder en fait toute la partie stratégie commerciale, développement business et le shop qui me reste encore. À ce moment-là, on amorce notre combat avec tous les concurrents qui sont déjà bien implantés sur le secteur et on va peaufiner en fait une stratégie de pricing offensive pour essayer de rentrer massivement sur le marché et le plus vite possible. On va s'entourer des plus grandes marques qui sont essentiellement françaises, 99% françaises, et on va proposer en fait un business model assez attractif pour nos clients. Et ce qui va se passer, c'est que ça va avoir des retombées assez rapides. Peu de temps après, on va devoir adopter un pivot parce que le problème qu'on rencontre, en fait, c'est que les fabricants nous trouvent trop agressifs, commencent à entendre parler de nous fortement et les clients adorent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à vendre moins cher, mais sur la quantité.
on nous voit un petit peu à ce moment-là comme des grossistes B2C. La croissance s'installe plutôt bien, c'est plutôt réjouissant à cette époque-là. On est toujours en 2018, on est toujours 3 dans le bateau et tout va très très vite. En 2019, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un acheteur. On décide aussi en parallèle d'engager une refonte UX et des web performances avec un prestataire en fait qu'Alexandre et moi pilotons. On décide aussi d'externaliser notre logistique parce qu'on voit aussi que ce n'est pas du tout notre métier et qu'on arrive à expédier une vingtaine de commandes par jour, mais pas plus. On est 4 et on réalise notre premier 1,5 million de chiffre d'affaires grâce à cette refonte et à une stratégie de pricing en volume qui est en train de cartonner. En 2020, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un marketeur. On est alors 5 et on double notre chiffre d'affaires. En 2021, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un développeur, un SAV et un RH. En 2022, on va doubler encore notre chiffre d'affaires et là, pour le coup, on va recruter 20 collaborateurs. 20 collaborateurs qui vont nous permettre notamment de réinternaliser notre logistique pour reprendre le contrôle sur nos expéditions. Et on prend aussi la 7e place des plus gros sites de VAP en France. On développe une culture d'entreprise basée sur l'adocratie. L'adocratie, en fait, qui va nous permettre d'amener du défi de l'innovation et de la créativité tout au sein de l'équipe, ce qui va plaire énormément aussi pour recruter des nouveaux talents. Et ça va vraiment cartonner. À ce moment-là, les gens qui nous connaissent nous voient comme une startup bootstrap partie avec à peu près 1 000 € en poche. Et c'était un carton. Bravo. Bravo Morgane. Bravo Alex. Et pour continuer ce tour de table, donc Alexis de l'agence Alexeo. Eh bien, enchanté. Moi, je suis Alexis Fenaille, gérant de la société Alexeo, qui est une agence de référencement éditeur de sites. Pour ma part, j'ai débuté le SEO en 2010 et comme beaucoup de référenceurs aujourd'hui, c'est à la fois aussi bien une passion qu'un travail. Donc, on prend beaucoup de plaisir à travailler dedans. Moi, on a à peu près des dates similaires avec Morgane, c'est-à-dire que j'ai lancé l'activité en 2018. J'étais tout seul. Aujourd'hui, on est 5 collaborateurs. On accompagne à la fois les PME et les grands comptes. Voilà. Top. Et pour terminer ce tour de table, donc voilà, Angelo, PrestaShop, pour présenter PrestaShop, solution CMS e-commerce, leader en France, en Europe. PrestaShop, c'est aujourd'hui plus de 300 000 boutiques en ligne. On estime qu'environ 7% de nos marchands en France réalisent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, comme c'est le cas pour le Vapoteur Discount. Une de leurs problématiques principales, ça va être de dégager de la croissance. Et pour y arriver, ils vont devoir miser sur leur web performance et leur SEO. Afin d'y répondre, on a créé chez PrestaShop un service d'audit et d'optimisation des performances. On y reviendra. Mais également une solution d'hébergement vraiment taillée pour PrestaShop avec en tête de la scalabilité et de la performance. Sans plus attendre, je vous propose d'attaquer parce qu'on a énormément de choses à vous raconter, à vous partager aujourd'hui. En première partie, on discutera de l'impact de la vitesse pour votre site, puis on entrera dans le détail de la stratégie SEO avec notamment les 6 piliers qui ont marché pour le Vapoteur Discount. Ensuite, on entrera dans le détail de la web performance, ce que c'est, avec un focus précis sur ce qu'on a réalisé pour le Vapoteur. Et on terminera bien évidemment par un traditionnel tour de table avec un mot de la fin. J'ai entendu dire que certains avaient quelques surprises. Donc, restez avec nous jusqu'au bout et bien évidemment, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat. On va attaquer. On va démarrer par l'impact de la vitesse pour son site. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Écoute, merci Angelo pour l'introduction en tout cas de ce sommaire. Donc, en parlant de sommaire, je vais me présenter un petit peu. Donc, déjà, je tiens à vous remercier pour votre venue. Donc, moi, c'est Alexandre Fouillet, je suis l'associé de Morgane. J'ai 33 ans et je suis aujourd'hui le directeur général du Vapoteur Discount. Et essentiellement, j'agis sur une partie IT, recherche et développement. Et donc, en gros, j'élabore la stratégie et la politique d'information tout en manageant les équipes IT. Parce qu'aujourd'hui, on a 5 développeurs en interne. Et j'évalue également en fait les risques et la gestion de la sécurité au sein du groupe LVD.
Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact de la vitesse d'un site web dans le retail. Et pour introduire un petit peu mon discours, j'aimerais tout d'abord commencer par dire que Google a toujours eu pour objectif en fait de proposer les meilleurs résultats sur son moteur de recherche. Bon, ça va de soi. Mais c'est pour ça qu'en 2021, Google il lance un nouvel algorithme qui va s'appeler les Web Core Vitals. Et en plus d'afficher en fait le meilleur résultat, donc par rapport à plusieurs algorithmes qu'ils ont mis en place depuis la création de Google, Google il veut s'assurer que le site web qu'il propose dans ses résultats bénéficie de critères supplémentaires. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Et on avait commencé finalement à sentir un peu ces prémices-là quand ils forçaient tous les sites web à passer en HTTPS plutôt qu'en HTTP pour justement plus de sécurité. Et donc, dans ce nouvel algorithme, il faut retenir finalement 3 points essentiels. Donc, on a l'accessibilité, le parcours utilisateur, qu'on appelle aussi UX, et la rapidité du site web. Et donc, assez naturellement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Google fait ça finalement? Et comme je disais un peu précédemment, en fait, la volonté de Google, c'est de proposer la meilleure prestation dans son moteur de recherche. Et finalement, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais en fait, Google, il est assez tributaire de l'intention jusqu'au résultat. Et même si le client, il quitte le moteur de recherche pour rendre sur un site web, c'est quand même Google qui propose ce résultat-là. Et donc, c'est important pour eux, finalement, de ne pas décevoir leurs utilisateurs. Donc, c'est pour ça que, du coup, ils ont mis en place, justement, ce nouvel algorithme pour commencer, justement, à essayer de se dire qu'il y avait un impact sur 3 points qu'on va évoquer. Donc, je vais détailler un petit peu mes propos de ce que j'avais évoqué dans le nouvel algorithme. Donc, c'est l'accessibilité. Donc, c'est en fait proposer un site web qui est plus accessible aux personnes handicapées, donc malvoyantes et sourdes. Et c'est pour ça qu'il est dès le départ important de bien choisir sa direction artistique quand vous allez créer un site web et prendre en compte justement les couleurs que vous allez choisir. Et après, il faut prendre en compte aussi, par exemple, que les balises alt sur vos images, elles sont extrêmement importantes dans le SEO. Parce que pour les personnes malvoyantes, elles vont se servir de ces balises-là pour justement les lire. Et on peut imaginer aussi qu'il est intéressant de pouvoir proposer des outils vocaux pour justement les personnes en situation de handicap. Pour compléter un peu ce que je dis et pour détailler un petit peu et donner du contexte, le parcours utilisateur, donc ce que j'évoquais au tout début, donc on appelle aussi UX. L'objectif de l'UX design, c'est d'améliorer le parcours de l'internaute pour le rendre le plus agréable possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément très parlant, mais aujourd'hui, vous avez plein de géants du retail, qu'on va prendre Amazon, Cultura, etc., etc. Et vous allez toujours voir le panier en haut à droite, toujours à côté du panier le bloc Mon compte, ou encore au milieu la barre de recherche. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des standards en termes du UX. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Ils en ont tiré des conclusions et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des sites web adoptent justement ces réflexes-là, le panier, le bloc Mon compte et la recherche au même endroit. Et un critère aussi important, c'est que le site il doit répondre rapidement. Alors, le temps de réponse entre la requête de l'utilisateur, donc c'est au moment où il va cliquer sur le résultat de recherche que Google propose, et le moment où le serveur accepte la requête et affiche le site web. Et j'imagine que vous êtes très nombreux à avoir déjà quitté un site web parce que justement, il ne répond pas en quelques secondes. Et donc, du coup, le constat, il est un peu sans appel. Quand on améliore ces 3 points-là, c'est plus 9,2 sur le panier moyen dans le retail, plus 1,9% sur le panier moyen dans le voyage, 8,6% de pages vues par session dans le luxe, et on baisse de 8,3 le taux de rebond sur les formulaires dans le retail en général. En fait, un manque de rapidité, ça a des conséquences sur votre business. Aujourd'hui, on estime que Amazon il perdrait 1,6 milliard de dollars de revenus si la page d'accueil, seulement la page d'accueil, prenait 1 seconde de temps de chargement supplémentaire. Du côté de Walmart, on l'avait vu aussi au niveau du Black Friday, il perdrait 2% de taux de conversion par seconde de chargement perdu. Pareil, du côté de Mozilla, les conversions de leur côté, ils ont augmenté de 15,4% juste grâce à un temps de chargement plus court de 2 secondes. Du côté de Kingsway, ils ont boosté leur conversion de 5% en seulement 1 mois grâce à l'optimisation du temps de chargement de son site web. Et du côté de Carré Blanc, ils ont augmenté leur conversion de 25% en améliorant la vitesse de chargement de ces pages web. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi également les données de Google. Ça montre, donc les données que Google nous montre, c'est lorsque le temps de chargement des pages passe de 1 à 3 secondes, le taux de rebond il augmente de 32%, ce qui est énorme. Alors pour rappel, un taux de rebond, c'est un indicateur qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page web et qui ont quitté le site web après. Et alors là, c'est sans appel. Si le temps de chargement d'une page elle passe de 1 à 6 secondes, le taux de rebond ça augmente de 106%. Il
Finalement, on constate de suite, avec ces chiffres-là, que la rapidité du site web, ça a un impact assez fort sur votre business et qu'il faut se concentrer du coup là-dessus. Donc finalement, après avoir lancé cette information, Google, il annonce qu'il va analyser 3 points clés dans leur algorithme. Et donc ces 3 points-là, on va les voir. Et donc ces 3 indicateurs, hein, c'est ce qu'on appelle le LCP, le FID et le CLS. Donc en fait, l'indicateur LCP, ça mesure le temps de chargement du contenu. En fait, ça marque le moment exact ou le plus grand élément du contenu, donc que ce soit une image, une vidéo, un bloc texte, etc., au-dessus de la ligne de flottaison, donc ce que vous voyez sans défiler vers le bas de page, est entièrement chargé. Et donc un bon LCP, comme on peut le voir hein, sur le graphique ici, ça ne doit pas durer plus de 2,5 secondes. Si vous êtes au-dessus, vous serez dans le orange, et au-dessus de 4 secondes, vous serez dans le rouge. Et donc si en fait vous constatez que vous avez un LCP qui ne répond pas réellement aux critères de Google, il faut se pencher sur 2 aspects essentiels. Le premier, lenteur du serveur. Donc en fait, il est possible, hein, si vous n'avez pas justement de personnes en IT qui puissent bien vous conseiller, que votre serveur ne réponde plus aux besoins et qu'il est temps de changer de serveur. Dans le retail, il faut obligatoirement c'est passer sur un serveur dédié et non mutualisé. Pour rappel, un serveur mutualisé, c'est un serveur qui partage ses ressources avec d'autres sites web. Donc ça, c'est clairement à bannir. Il faut vraiment éviter ça. Passer sur un serveur dédié. Et attention, c'est pas parce que vous avez un serveur dédié qu'il est forcément bien configuré. C'est pour ça qu'il est important quand vous choisissez votre CMS, quand vous allez choisir votre serveur, c'est bien de bien configurer ce serveur-là en fonction du CMS. Le deuxième aspect, hein, finalement, par rapport au LCP, c'est l'optimisation du code informatique. Si vous êtes sur PrestaShop, nous on est sur PrestaShop depuis 2014. Pensez, hein, mais c'est peut-être un petit peu bateau hein, ce que je vais dire, mais vous n'avez pas forcément conscience de ça. C'est des paramètres qui se retrouvent dans le back-office. C'est de mettre en cache vos fichiers templates. La concaténation des fichiers HTML, CSS, JS, c'est primordial également. Et il faut faire également attention à tout le poids de vos fichiers. Donc, que ce soit des fichiers images, des fichiers CSS, des fichiers JavaScript. Éviter les blocages de rendu, ça c'est vraiment le plus important. Au niveau de vos images, vous pouvez faire des efforts au niveau de la compression. Vous évitez le PNG, vous priorisez le JPG ou encore le format WebP qui est arrivé il y a peu de temps. Surtout, vous évitez en CSS de redimensionner, ça c'est une catastrophe. Et vous utilisez les bibliothèques comme le Lazy Loading. Donc ça, c'est une bibliothèque JS qui est assez intéressante, qui charge les éléments que si le client affiche justement ces éléments-là. Donc par exemple, il va scroller, à ce moment-là, ça va charger ces éléments-là. Ensuite, vous avez un autre indicateur qui est important qu'on appelle le FID. Donc en français, on l'appelle le délai de première entrée. Et en gros, ça mesure la réactivité de la page web. Explicitement, ça veut dire quoi? C'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'utilisateur effectue une action à l'instar d'un clic et celui où le navigateur répond à cette interaction. Et pareil, j'imagine que vous avez sans doute fait l'expérience de cliquer et de voir la page se charger jusqu'à ce qu'elle vous montre le résultat de cette action. Et donc, un bon FID, il doit répondre en moins de 0,1 seconde. Ça correspond quand même à 100 millisecondes. Et ça, pour y parvenir, c'est très simple. Vous évitez à tout prix ce qu'on appelle les web workers. Et ça, les web workers, c'est quoi? C'est des scripts JS qui sont indépendants des autres scripts JS et qui s'exécutent en arrière-plan d'une page HTML. Si vous n'avez pas de web worker, normalement, vous respectez du coup le FID. Et le dernier point qui est tout aussi important, c'est ce qu'on appelle le CLS. Et donc en français, on appelle ça le décalage cumulatif de mise en page. Et ça mesure la stabilité visuelle. Et ça, c'est plutôt un algorithme axé sur l'expérience utilisateur. Donc ce que j'évoquais en début de call, du coup, c'est l'UX. Et souvent, en fait, les éléments d'une page, ça se déplace au fur et à mesure que le contenu se charge et s'affiche sur l'écran. Donc vous allez rentrer sur le site web, vous allez cliquer, puis vous allez voir les éléments apparaître comme ça. Et ça, c'est un peu une expérience assez lassante. Hein. Ça conduit généralement à des clics au mauvais endroit parce que vous allez voir un bouton, par exemple, qu'on appelle Call to Action. Vous allez cliquer dessus, puis paf, il descend d'un coup. Et ça, il faut absolument éviter. Aujourd'hui, Google bannit vraiment ça. Et puis après, finalement, il y a d'autres indicateurs qu'il ne faut pas négliger, mais qui sont un petit peu moins importants et qui prennent en compte les 3 points que j'ai évoqués. Ce qu'on appelle le TTHB, le FCP. C'est des métriques qui sont assez essentielles quand même pour traduire en fait de l'expérience de chargement. Et ils sont assez utiles pour diagnostiquer d'éventuels problèmes de performance au même titre que le LCP, donc le premier que je vous ai présenté. Et après, vous avez également d'autres indicateurs, il y en a 6 au total. Hein. Vous avez le TBT et le TTI, et c'est des métriques pour détecter, justement, diagnostiquer des problèmes d'interactivité potentiels.
qui auront un impact sur le FID, donc le deuxième que je vous ai présenté. Et donc, conclusion de tout ça, si vous améliorez les 3 points qu'on a évoqués, donc à la fois l'accessibilité, l'UX et les performances, bah, vous pouvez être sûr que ça aura un impact sur votre business. Hein. Vous l'avez bien vu avec la data que Google a sortie, la data que je vous ai montrée. Et donc, voilà. Et pour finir, bah, si vous souhaitez tester votre site web, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous vous rendez sur le site web que Google il a mis à disposition. Alors, qui s'appelait à l'époque PageSpeed Insight, maintenant ça s'appelle PageSpeed Web. Et testez et puis prenez en considération du coup ce que je vous ai dit pour améliorer tout ça. Voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Merci Alex. Alors, on a vu la théorie, maintenant on va parler de la pratique. Et on va entrer dans le détail de la stratégie SEO qui a fonctionné pour le Vapoteur Discount. Avant, je vous spoil un peu le truc, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il va falloir une collaboration forte entre les différents acteurs pour la réussite d'un projet comme celui du Vapoteur Discount. D'un côté, un socle technique qui est très performant et qui est capable de scaler très rapidement. De l'autre, une agence SEO experte de son métier, mais qui va aller extrêmement loin en termes de réactivité et de benchmark. Et bien sûr, un marchand qui normalement devrait même plutôt être au centre de tout, qui connaît sa verticale et qui sait comment mettre en avant ses produits. Pour démarrer, ce que je vous propose, Alexis, je te propose d'entrer dans le détail des piliers du succès qui ont marché pour le Vapoteur Discount. Super, merci Angelo. Donc effectivement, vous l'aurez compris, le Vapoteur Discount, il y a quand même des experts chez eux. Au niveau technique, on n'est pas dans des structures où effectivement il y a un manque de compétences. Non, ce sont des experts, ce sont des pure players sur le web. Donc forcément, niveau SEO, il y a des attentes particulières. Donc on est parti sur 6 piliers. On a structuré la 13 comme ça, c'est pour que vous puissiez un peu voir ce qui a été mis en place pour permettre aux vapoteurs de se développer sur le web. Donc forcément, la partie technique avec le site internet était importante. Ah, vous m'entendez très mal, a priori. Ouais, je pense qu'Alexis, tu dois avoir un problème au niveau de ton micro. Ça marchait très bien tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bah, écoute, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Oui, Alexis, en bas, dans l'interface, tu as un bouton Gérer qui te permet de, si tu cliques sur le bouton Gérer tout en bas, yes. on va sélectionner, je pense, ton micro. Et là, dis-moi, est-ce que ça marche? Ah, vas-y, réessaye, parle. Ça fonctionne? Ah, ça change tout. Bon, je pense qu'on est tout bon. Allez, vas-y, tu peux y aller. J'avais un problème de caméra, du coup, excusez-moi pour, pour le problème de micro. Donc, ce que je disais, c'est que le Vapoteur Discount, ce sont des experts dans leur domaine. Il y a vraiment de très grandes compétences chez eux. Et moi, j'interviens sur la partie vraiment stratégie SEO, la mise en place. Comment faire pour permettre à une entreprise de se développer lorsqu'on est un pure player sur le web et qu'on doit miser sur le SEO. Bah, effectivement, il faut rentrer sur le marché et pénétrer un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc, la première partie, on a fait un benchmark. Là, globalement, moi, j'interviens comme prestataire auprès de Morgane et d'Alexandre. Je vais analyser vraiment en détail tout le marché SEO. Donc, si vous avez des connaissances au SEO, il y a déjà des outils qui existent qui vous permettent d'avoir de la data. C'est Yoda Insight, SEMrush, Rank Explorer, Google Search Console. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités et je m'excuse auprès des sociétés qui proposent des outils permettant d'avoir des estimations. Je dis bien des estimations parce que ce ne sont pas des volumes exacts. On sait très bien que Google a coupé un peu la data il y a quelques années et donc forcément, on essaie de récupérer des données. Donc, c'est plutôt des estimations, mais ça nous permet d'avoir un visu sur le marché. Et là, c'est extrêmement important. Donc, on a été vraiment dans le détail. Je ne vais pas vous dévoiler le détail complet parce que ce sont des informations confidentielles qui regardent bien sûr moi et le Vapoteur Discount. Mais voilà, globalement, on a vraiment analysé toute la concurrence. L'idée, c'est d'avoir une visualisation du marché très complète, mais vraiment très complète, et de pouvoir se positionner en fonction de la stratégie du vapoteur.
Donc là, moi, j'ai structuré. Donc, il y a différents marchés dans un seul. Vous avez les liquides pour cigarettes électroniques. Vous avez le matériel qui est la cigarette électronique. Vous avez la tendance des cigarettes jetables avec les puffs. Aujourd'hui, il y a le CBD qui arrive aussi. Donc, il y a énormément c'est un marché qui est en pleine évolution, qui vit en permanence. Donc, il faut être vraiment très actif. Et ça, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est-à-dire que le benchmark, on va le travailler, on va l'actualiser en permanence. Donc, le premier, on a fait un benchmark, on a une visualisation du marché, on a les termes qui nous intéressent. Et Morgan, il l'a très bien expliqué au départ, au tout début de la conférence, lorsqu'il s'est présenté. C'est que lui, donc avec Alexandre, ils sont arrivés pour pénétrer le marché avec une stratégie de pricing. Et ça, en termes de SEO, c'est extrêmement important parce que moi, c'est pas moi qui vais imposer à Morgan et à Alexandre une stratégie qui ne correspond pas à la stratégie commerciale de l'entreprise, c'est d'adapter la stratégie SEO à leur stratégie à eux, qui est une stratégie de pricing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pénètrent le marché en proposant des tarifs particulièrement attractifs. Le vapoteur discount, tout est dans le nom. On s'attend déjà à un prix très attractif. Et donc, forcément, on a priorisé les termes, donc pas cher, discount, qui tournent autour du prix dans un premier temps. Ça, c'est le premier volet de la stratégie. Le deuxième, c'est qu'on a, on a la chance de bien connaître son client chez le vapoteur. Je le répète, ce sont des experts dans leur métier. Il y a vraiment une grosse expertise là-dedans. Et donc, forcément, quand votre client est bon, c'est très facile d'être bon en SEO parce qu'il connaît très bien sa cible, qui est le vapoteur confirmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va chercher un client qui est déjà actif, qui connaît bien les produits, et lui, ce client-là, cherche un prix. Voilà, on a juste à se positionner en SEO sur des termes qui vont correspondre à ces recherches. Et c'est ce qui va permettre de développer particulièrement assez fort l'activité, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et c'est ce qui a été mis en place. Donc, l'avantage, c'est que pour mettre ça en place, il faut des échanges. Il faut comprendre les volontés de chacun. Il faut comprendre la vision de chacun. Et ça, le gros avantage que moi, j'ai aujourd'hui en tant que prestataire, c'est que voilà, s'il y a des SEO dans l'audience, vous allez peut-être être jaloux, mais un changement de title, c'est pas en 6 mois que ça se fait chez le vapoteur discount, ça se fait en 6 secondes. Donc voilà, on a une capacité de réaction qui est extrêmement rapide sur des nouveautés, sur des échanges qui peuvent avoir lieu vraiment des prises de décision qui sont très rapides, des prises de décision réfléchies, mais c'est ce qui permet vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement, d'avoir une anticipation qui est vraiment très rapide. Une fois qu'on a nos données du benchmark, qu'on a ciblé les termes, donc pas cher, discount et compagnie, on va structurer avec le site internet et notamment avec PrestaShop. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Angelo avec nous qui va nous en dire un peu plus sur PrestaShop, mais moi, en termes niveau SEO, PrestaShop est quand même une structure très solide, très performante lorsqu'elle est bien maîtrisée. Vous l'aurez compris, Alexandre, il la maîtrise très bien. Avec l'appui de Angelo, ils ont fait des choses formidables sur les web performances. Et derrière, c'est ça qui permet aussi de rendre fluide et de pouvoir structurer le site comme il faut. Donc, globalement, on a structuré notre site. Certains vont parler d'un cocon sémantique. C'est un terme qui est assez à la mode. Nous, on a structuré, on peut parler de cocon sémantique si vous le souhaitez. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a nos catégories principales dans le menu principal, nos mots-clés secondaires qu'on a structurés en fonction des recherches qui pouvaient être intéressantes, mais surtout intéressantes niveau business. Voilà. Nous, on a une notion de performance. On essaye d'aller chercher du mot-clé qui convertisse parce que c'est bien de faire du trafic, mais si derrière, il n'y a pas de vente, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, la structure du vapoteur discount, vous pourrez aller voir sur le site. Hein, elle est évolutive, elle n'est pas figée. Encore une fois, on a une marque qui évolue, qui est en permanence à la recherche des nouveautés, de faire en sorte que la structure bouge, mais sans casser le référencement. Ça, c'est vraiment une grosse priorité.
Donc, on a structuré notre contenu pour répondre à la demande des internautes en fonction des recherches, mais aussi en fonction des marques, parce qu'il y a des marques, s'il y a certains vapoteurs dans la salle, vous saurez qu'il y a des marques privilégiées plus que d'autres. Donc, forcément, il y a des recherches sur les marques, sur les quantités, sur les types de e-liquide que l'on peut trouver. Ensuite, forcément, si vous vous souvenez ce que nous disait Matt Cutts il y a quelques années, c'est content is king, le contenu est roi. Donc ouais, forcément, impossible de se positionner sans contenu. Là encore, PrestaShop est plutôt bien fait. Vous avez des catégories, vous avez des pages marques. Vous pouvez vraiment. Il y a aussi la partie blog avec de la longue traîne. Donc vous pouvez vraiment structurer votre site pour aller vous positionner sur des requêtes qui peuvent être intéressantes. Et là, forcément, quand on parle de contenu, c'est principalement du texte. Donc, il faut du texte, il faut produire du texte. On est sur une volumétrie de produits qui est assez hallucinante. Hein. Il y a énormément de références chez le Vapoteur Discount. Donc, forcément, il faut prioriser. Prioriser comment? On a les données du benchmark, on a les données du marché, on sait anticiper. On a des échanges continus. On n'est pas figé. Voilà, c'est la stratégie qui gagne, c'est de la production de contenu sur des pages qui méritent d'être poussées. Et ça, surtout, on va le coupler avec les ventes. Parce que faut être très regardant, c'est-à-dire que si vous poussez une page sur une requête qui ne fait pas de vente, vous allez vous essouffler. Il ne va pas y avoir forcément de retombées par rapport aux investissements que vous avez mis en place. C'est le plus complexe à cibler, hein, les requêtes qui transforment, c'est le nerf de la guerre. Mais encore une fois, ça passe par les échanges. Et là, voilà, c'est des échanges continus. Ça fait 3 fois que je le dis, mais au moins vous l'aurez compris. Et en dernier point, une fois qu'on a fait tout le contenu qui allait bien sur toutes les pages, donc le contenu, vraiment, c'est quelque chose de très chronophage. Hein. On met beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps à produire, à mettre en place, sachant qu'il y a énormément de pages sur le site, mais on priorise, on y va, on avance. Et surtout, on va pousser en netlinking les pages qui méritent d'être poussées. Donc, à la fois sur les grosses requêtes, mais aussi sur les requêtes secondaires. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot de l'évolution via Rank Explorer du Vapoteur Discount. Vous voyez qu'on a entamé, donc il y a les travaux sur la web performance, il y a les travaux sur le contenu et sur le netlinking. Et c'est vraiment une relation tripartite qui permet de pousser assez fortement le site. On voit l'évolution, on n'est pas prêt d'arrêter. Voilà, la flèche, on va continuer à la faire grimper dans ce sens-là. Et derrière, toujours travailler sur l'analyse des ventes pour continuer à pousser là où il y a nécessité de le pousser. Et forcément, dans les piliers, il y a la web performance. Moi, je reste convaincu en tant que SEO. Donc, la web performance, c'est un des critères des 200 présents dans l'algo. Et Alexandre l'a très bien dit, en fait, rien qu'en termes de conversion, la web performance mérite d'être travaillée à 100%. De toute façon, c'était les prémices. On sait très bien que Google est passé au First Mobile Index en 2018. Donc, c'était déjà le premier signe que la version mobile était très importante. Et une version mobile en 4G, en 3G, aujourd'hui, on est quasiment tous en 5G. Ça charge plutôt rapidement, mais voilà, la base, c'est de proposer un site en mobile qui soit rapide. L'UX, lui, voilà, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'Alexandre l'a très bien présenté. Et le time to first byte à moins de 200 millisecondes, ça c'était quand même une information de Google qui avait filtré il y a quelques années. Et là, on voit bien qu'avec les Web Core Vitals, ils ont passé un niveau au-dessus. Donc, c'est bien beau de mettre en place une stratégie SEO assez poussée en termes de structuration, de création de contenu, de netlinking. Mais si derrière votre site, il charge en 6 secondes, c'est un peu dommage d'aller chercher les 3 premières places, voire la première place sur une grosse requête si vous avez un temps de chargement qui est extrêmement lourd. Donc voilà, il faut vraiment le travailler à tous les points. Merci Alexis. Et justement, on a beaucoup parlé de stratégie SEO, on a beaucoup parlé de web performance, mais finalement, je pense qu'il est important de poser les bases et de dire finalement ce qu'on entend par web performance. Alors, pour faire simple, quand on parle de web performance, on parle de capacité de votre site à délivrer une expérience rapide et fluide pour tous les utilisateurs, quelles qu'en soient les conditions. Et j'insiste sur le quelles qu'en soient les conditions, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un site super rapide avec très peu de trafic que le comportement du site sera le même avec plus de monde.
Alors, une fois qu'on a posé les bases, quand je demande à un marchand, pour lui, quels sont les éléments qui impactent la vitesse de son site, la première chose, et d'ailleurs, faites l'exercice, mais dans 80% des cas, le premier élément qui lui vient en tête, ça va être les images et le poids de son site. Alors, c'est partiellement vrai. Ce qu'il faut distinguer, c'est deux performances. Ta performance front, qui va être effectivement impactée par les images et par le poids de son site, mais également la performance back. Et je vous expliquerai en quoi c'est important et pourquoi est-ce qu'il faut la privilégier avant d'attaquer le front. Pour évaluer ces deux niveaux de performance, on a parlé de plusieurs outils, PageSpeed Insight par exemple. D'un point de vue des KPI, de la même manière, on est en train dans le détail des Core Web Vitals de Google. Maintenant, parlons du back. Pour schématiser, si je devais saucissonner mon temps de chargement en plusieurs morceaux, le point de départ, c'est-à-dire je clique sur un bouton, je charge un site, le temps que va mettre mon PrestaShop et mon serveur à me répondre pour me dire « Ok, j'ai bien reçu ta demande, je commence à charger ta page », tout ça, ça va être ce qu'on va travailler dans le cadre de la performance back-end. Côté KPI, on en a parlé également, le TTFB, qui est le temps de génération de la page. C'est juste le temps que va mettre mon serveur et mon PrestaShop à me répondre quand je vais cliquer sur un bouton. Une fois qu'il m'a répondu, j'ai le reste de ma page qui continue à charger. Pourquoi c'est important de le travailler? Parce que plus vous avez du retard à l'amorçage au démarrage, plus ce retard, vous allez l'accumuler dans les prochaines étapes de chargement de votre site. Mais surtout, plus vous allez avoir de monde, plus ce retard au démarrage va être conséquent. Alors on a parlé déjà dans le détail de ce qu'était une bonne web perf, un bon TTFB. Gardez en tête un chiffre. Pour Google, un site qui a un temps de génération de page supérieur à 800 millisecondes est considéré comme étant lent. Et ça a un impact très très fort sur, bien sûr, l'expérience utilisateur, mais également sur votre SEO. Quand Google crawl votre site avec ses moteurs de recherche, il le fait avec un temps qui lui est imparti. Plus votre site va avoir un temps de réponse rapide, plus vous allez avoir de contenus qui vont être crawlés par Google et ses moteurs. Donc c'est extrêmement important de travailler ce point-là. Pour faire un focus sur le vapoteur, comme je vous l'ai expliqué en introduction, chez PrestaShop, on fait de l'audit et de l'optimisation des perfs, mais on fait également de l'hébergement. Dans le cas du vapoteur, c'était important pour eux de garder la main sur l'hébergement, donc on les a accompagnés plutôt dans une démarche d'audit et d'optimisation de la performance. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les mesures qui ont été relevées lors de l'audit. À l'origine, on avait donc une page d'accueil qui était plutôt correcte à 550 millisecondes, mais des pages KTEG qui mettaient plus de 1500 millisecondes à répondre. C'est pratiquement le double de ce que va recommander Google. Et en termes de scalabilité, on était sur un site qui commençait à avoir des performances dégradées à 30 utilisateurs par seconde. Ce qui n'est pas fondamentalement énorme, mais qui peut être un frein dans la croissance et le développement du chiffre d'affaires du marchand. Alors, pour réaliser cet audit, je peux vous donner quelques outils qui sont indispensables, qui nous semblent en tout cas indispensables aujourd'hui. Concrètement, on va poser des sondes. Je peux vous en citer une qui s'appelle Blackfire, que n'importe quel ayatollah de la perf aujourd'hui devrait installer, qui permet de remonter toutes les traces de requêtes et de bouts de code qu'il estime comme étant mal optimisés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer sur l'hébergement Blackfire, qui va nous remonter côté applicatif ce qui ne va pas. On va regarder également côté serveur ce qui peut générer de la lenteur. Parce que, pour résumer, ce qui va réellement impacter vos performances back-end, ça va être la manière dont votre hébergement est configuré. Ça va être le PrestaShop. Quelle version
Est-ce qu'il y a des optimisations à mettre au niveau des modules? Est-ce que certains modules n'entrent pas en conflit? Tout ça, en fait, vous allez devoir l'analyser en vous appuyant sur des outils, mais en vous appuyant également sur un certain niveau d'expertise. Dans le cadre du Vapoteur Discount, on a réalisé l'audit et voici les éléments qu'on a pu relever. Une fois l'analyse effectuée, voici les éléments sur lesquels les principaux points de contention qu'on a relevés et sur lesquels on est intervenu. Alors, côté serveur, on s'est rendu compte que OPC Cache, qui est un système de cache, n'était pas activé et était mal configuré. Typiquement, l'audit a permis de pointer du doigt cet élément-là. Alors, je suis désolé, mais ça va être un peu technique. Je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail pour ne pas vous endormir. On a également ajusté les paramètres MySQL, tout ça toujours côté serveur, pour mieux exploiter les ressources qui étaient mises en place par l'hébergement qui était géré par le Vapoteur Discount. Toujours côté serveur, peut-être que certains d'entre vous ont pu constater aussi des lenteurs en back-office avec PrestaShop. On a tendance à se dire que ça vient du PrestaShop. Et en fait, ce n'est pas exactement le cas. Typiquement, dans le cadre du Vapoteur, on a déployé Redis, qui est un système qui va permettre de transformer la manière dont votre serveur va gérer les sessions PHP, de sorte à ce qu'elles ne soient plus bloquantes. Un exemple concret, je me connecte à mon back-office, je ne suis plus obligé d'attendre le chargement en tâche de fond des statistiques de mon PrestaShop avant de pouvoir continuer à accéder au reste de mon back-office. Côté, cette fois-ci, plutôt à la frontière de l'hébergement et du PrestaShop, on a déployé un module de cache hyper avancé qui s'appelle Varnish. Alors, le nom parlera peut-être à certains d'entre vous. Des modules de cache, il en existe beaucoup et celui-là fait pratiquement tout. C'est ce qu'on appelle un système de cache HTTP qui va mettre en mémoire le résultat complet d'une page et qui va permettre de diviser considérablement, et vous le verrez dans la slide suivante, considérablement le temps de génération de chaque page. On a développé un module spécifique chez PrestaShop qu'on installe et qu'on optimise et qu'on configure pour nos marchands. Côté, cette fois-ci, plutôt PrestaShop. Sur les points qu'on a pu relever, on est intervenu pour backporter des améliorations de versions un peu plus récentes de PrestaShop, parce que le Vapoteur Discount n'était pas sur la toute dernière version de PrestaShop au moment où on est intervenu. Donc on a backporté des optimisations de versions plus récentes. On a posé évidemment des patchs de sécurité, mais surtout des index en base de données. Alors, pareil, là, pour le coup, c'est un des meilleurs moyens que vous allez avoir à votre disposition pour optimiser les performances de vos modules, sans devoir complètement les refondre. Et donc, une fois qu'on a réalisé tout ça, voici ce qu'on a obtenu. Alors, côté page d'accueil, on a réussi à diviser pratiquement par 3 le temps de génération des pages. Pour les utilisateurs qui ne sont même pas en cache Varnish. Vous faites du x15, x20, une fois que le résultat est servi par le cache Varnish. De la même manière, pour les pages KTAG, on a divisé par 3 également les performances. Idem pour les pages produits, mais surtout, d'un point de vue de la limite de scalabilité de l'application, et ça c'est hyper important, même en stressant les serveurs du Vapoteur Discount et le PrestaShop à plus de 60 utilisateurs par seconde. Alors, petite parenthèse, si vous voulez le traduire en Google Analytics, vous faites x60 encore parce que Google l'évalue à la minute, pas à la seconde. Donc, même en le stressant à 60 connexions utilisateurs par seconde, on n'a pas réussi à atteindre la limite du serveur, ce qui est plutôt excellent quand on veut travailler sa perf et qu'on veut développer son activité. Alors, tout ce que vous avez vu là est l'issue d'un audit et d'une intervention ponctuelle. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce travail de la performance, pour le garantir dans le temps, vous allez devoir appliquer un suivi régulier.
C'est pas parce que vos perfs sont optimisés aujourd'hui que dans 3 mois, dans 6 mois, elles le seront encore. Pourquoi? Parce que ces performances sont impactées par votre PrestaShop et la manière dont vous avez configuré votre serveur. Mais votre PrestaShop, il vit. C'est un projet qui va évoluer dans le temps. Et à chaque ajout de nouvelles fonctionnalités et évolutions, vous allez ajouter de nouvelles complexités qu'il va peut-être falloir gérer dans le cadre d'un nouvel audit. Et nous, notre recommandation là-dessus, elle va être de faire ce suivi-là en 3 étapes régulières. Un audit régulier de la WebPerf pour faire un check-up d'où vous en êtes. Un test de charge qui va vous permettre d'aller chercher des points de contention que vous ne voyez pas sur de la navigation classique. Et bien évidemment, des correctifs à pousser en prod à chacune des étapes. Voilà, on a fait le tour. J'espère vraiment que cette présentation vous aura plu, que vous aurez appris des choses. On va répondre à vos questions. Juste avant, très important, j'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table. Messieurs, si vous deviez résumer cette présentation en un mot, qu'est-ce que ce serait, Morgane? Alors, en un mot, ça serait collaboration. Top. Alexis? Efficience. Pas mal. Alors, celui-là, attendez, je l'attends avec impatience parce que Alex me tease sur ce mot depuis tout à l'heure. Je t'écoute. Non, mais il a 2 aspects, c'est pour ça qu'il est assez drôle. C'est bataillon. Voilà. Développe, bataillon. À la fois la bataille, finalement, face à la concurrence, et puis le bataillon qui est un groupe finalement uni entre PrestaShop, le prestataire Alexeo, et puis le Vapoteur Discount. Voilà. Bon, c'est super, bravo, c'est un super mot. Moi, j'aurais dit travail d'équipe, j'ai triché, il n'y a pas qu'un mot, mais bon. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3 pour votre participation. Et Nicolas, on te passe la main pour les questions. Oui, merci à tous pour votre participation, ce partage d'expérience très concret. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment ultra important. Peut-être Angelo, en fait, par rapport à ce qu'on s'était dit, c'est peut-être plus simple, je pense, et plus intéressant. Si c'est toi qui poses les questions, tu as juste à les choisir dans l'onglet questions en bas à droite. Mais vu que vous êtes déjà en tripartite, je pense que c'est pas mal pour savoir exactement vers qui envoyer la question qui sera le plus pertinent. Alors, je vais les prendre par ordre de vote. Parce que je vois qu'il y a des questions bien techniques, ça va être bien intéressant. Oui, tout à fait. Alors, question de Johan. Comment avez-vous pu mesurer les impacts des améliorations de la web performance sur le trafic et les conversions? Alors, c'est une super question. Alex, tu as un petit bout de réponse. Moi, j'en ai un autre, mais je te laisse peut-être… Alors, attends, moi, je ne vois pas où est la question. Alors, du coup, c'est… Alors, si tu veux, Angelo, tu peux cliquer. Il y a un petit bouton démarrer la réponse en direct, normalement, peut-être. Ouais, voilà. Super. OK. En fait, il y a une section dans la Search Console qui s'appelle Web Core Vital et qui permet vraiment de mesurer la performance. Et puis après, on vient récupérer du coup ces informations-là. L'idée, c'est aussi de récupérer aussi les données au niveau d'analytics et puis d'en tirer des conclusions de tout ça. Ouais. Mais il y a vraiment une section qui est prise en compte dans la Search Console et qui parle justement de ces web perfs-là. Et on voit les indicateurs avec des tableaux de bord qui permettent justement d'analyser tout ça. Ouais. Top, merci pour ton retour. Je vois une question super intéressante d'Arnaud également. Mon prestataire me répète que la nature intensive de PrestaShop côté BDD implique forcément des limites sur l'optimisation. Je vois que de votre côté, ça roule. Il y a un travail spécifique côté tâches cron. Pas nécessairement des tâches cron, mais OK. Et accès BDD via module. Et moi, je peux commencer peut-être à répondre, Angelo, puis tu peux peut-être compléter. Oui. C'est vrai qu'il y a des tables qui peuvent du coup devenir assez conséquentes. C'est normal. Quand un CMS a plusieurs années, on vient stocker pas mal de données. Ce qui est important de faire, et Arnaud, tu le précises très bien, c'est justement de mettre en place des tâches cron qui vont permettre justement de vider ces tables. Je pense à des tables de promotion qui sont des règles assez lourdes, des règles paniers. Ça, faut vraiment y travailler dessus. Il y a des modules sur la plateforme add-on PrestaShop qui permettent justement de pouvoir vider ces tables-là. Alors nous, on l'a internalisé pour que ce soit un petit peu plus optimisé.
Mais si je dis pas de bêtises, ouais, il y a des modules développés par Adilis, je crois, qui justement fait un vrai travail sur tout ça. Il y a également les règles paniers, hein, qu'il faut, enfin pas les règles paniers, les abandons de panier et la table log où vraiment il faut travailler dessus. Et après, Angelo, tu peux peut-être parler. Nous, on est venu vraiment intégrer des performances sur certaines tables, justement, je crois, c'est ça, si je Oui, dis pas de absolument. bêtises. Alors, c'était tout à fait dans le cadre de l'intervention. C'est pas une fin en soi, cette problématique. On peut aussi poser ce qu'on appelle des index pour optimiser les tables qui sont les plus lourdes. Alors, il y a de l'index, mais vous pouvez aussi faire poser ce qu'on appelle un proxy SQL dans certains cas de figure qui va permettre de encore ajouter une surcouche. Mon message, c'est que réellement, l'outil, le PrestaShop n'est pas une limite, il y a toujours des solutions. Et pour ça, mon meilleur conseil, ce sera de faire appel à un expert pour en parler et analyser et comprendre ce qui se passe. J'espère qu'on aura répondu à ta question. Alors, j'ai pu filtrer les questions par vote et j'avais donc pas vu la question de Johan. Pardon, non. Toutes ces questions ont été déjà répondues. Autant pour moi. Alors, si on a un LCP long et que le problème est la lenteur de notre serveur, comment améliorer cela? Bah, ça, c'est assez simple aussi. Si on a un LCP long, c'est ce que j'évoquais, hein. Il y a deux sujets. À la fois identifier, là, comme tu le dis, hein, apparemment, c'est le serveur. Donc, il faut passer par un serveur plus puissant, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer. Alors, soit tu es sur un serveur mutualisé, donc du coup, tu partages tes ressources en fait, avec d'autres sites web, et ça peut être problématique si ton trafic il vient augmenter. Il faut plutôt se diriger vers des serveurs dédiés. Alors, nous, on est chez OVH, hein, sans surprise, hein, c'est une information qu'on retrouve assez facilement. Et on a des serveurs dédiés qui s'appellent des serveurs Rise. Et d'ailleurs, il y a les Rise 1, Rise 2 qui sont sortis, qui sont très bien. Donc, il faut partir sur ce genre de serveur. Après, c'est toujours une question de budget. Ça dépend, hein. Plus le trafic va augmenter et plus forcément, il va falloir justement un serveur de plus en plus performant, de plus en plus optimisé. Mais en tout cas, OVH fait un vrai travail là-dessus en proposant vraiment des offres spécifiques et adaptées à tous les besoins. Donc, ouais, renseigne-toi vraiment, c'est sur les serveurs dédiés de chez OVH. Après, il y a aussi des prestataires qui sont carrément moins chers. Mais je préfère éviter d'en parler parce que je ne maîtrise pas forcément. Nous, on s'est rapproché vraiment d'une société française qui est OVH Cloud. Et donc, je te parle de moi, en tout cas, ce que je connais. Top. Merci, merci Alex. Alors, j'ai une question d'Arnaud. Côté hébergement, serveur dédié, vous passez par un prestataire en interne. Tu y as partiellement répondu, du coup. Ouais. Possible d'avoir aussi un rappel du programme d'accompagnement de la web performance. Alors, c'est extrêmement simple pour te répondre. C'est comme quand tu es malade et que tu vas chez un médecin pour savoir ce que tu as. Voilà. Donc, première étape, on audite pour diagnostiquer et comprendre ce qui se passe. Deuxième étape, l'audit nous permet de pointer du doigt les problèmes et éventuellement chiffrer un accompagnement. Et troisième étape, une fois qu'on est intervenu, on fait un récap avant-après et on te présente les résultats. Si tu veux en savoir plus, je t'invite, malheureusement on ne peut pas rentrer dans le détail là tout de suite, mais je t'invite à prendre contact avec moi directement sur LinkedIn. Et moi, pour te donner un petit peu plus de détails par rapport à ta question, comme je l'ai évoqué, hein, on est parti sur des Rise, c'est des serveurs vraiment dédiés, donc des racks dans des data centers qui fonctionnent très bien. Voilà. Mais après, si tu as des questions un petit peu plus techniques, moi je peux me rendre avec plaisir disponible sur LinkedIn pour y répondre. Super question très importante de Jennifer. Justement, c'est une verticale qui ne peut pas faire de contenu sponsorisé. Je te passe la main, Morgane. Alors, comment gérer la réglementation sur les liens sponsorisés? Alors, des liens sponsorisés, déjà, nous, on ne peut pas en faire. En fait, il faut savoir qu'on est sur une verticale qui est très, très réglementée et qui nous interdit de financer de la publicité. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment misé notre stratégie sur le SEO aujourd'hui et le mailing, puisque c'est vraiment les seules cartes en fait qui nous sont distribuées pour pouvoir jouer sur ce terrain-là. Top. Nicolas, je pense qu'on a fait le tour des questions principales.
Eh bien, super. Bah, merci énormément à vous pour cette conférence extrêmement concrète sur un sujet extrêmement important, la web perf. Donc, un grand merci. Sachez que eh bien, le SEO Square, cette première journée se termine. Cependant, on vous donne rendez-vous demain pour la deuxième et dernière journée du SEO Square. Et notamment, on vous donne rendez-vous à 9h15 pour une conférence de l'équipe Invox, équipe très connue dans le milieu du content marketing et du SEO, qui vous dressera un panorama du content marketing en B2B. Et je vous invite à aller sur le site du SEO Square pour regarder l'ensemble des conférences proposées demain, puisqu'il y a un sacré programme de prévu. Donc, on vous attend très nombreux. Merci encore, Alexandre, Alexis, Angelo, Morgane, pour cette très belle conférence. Et à très bientôt à tous. Allez, merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.